La politique de la ville permet de réaliser des projets urbains sous la forme contractuelle entre l'État, les collectivités locales et leurs partenaires. Il a été créé par la loi du 10 juillet 1989 afin d'intervenir sur l'habitat, l'environnement, l'éducation, la sécurité, la culture et la cohésion urbaine. La politique de la ville constitue le cadre par lequel l'État, les collectivités locales et leurs partenaires s'engagent à mettre en œuvre de façon concertée des politiques territorialisées de développement solidaire et de renouvellement urbain visant à lutter contre le processus de dévalorisation de certains territoires de nos villes. C'est axé sur 4 objectifs. Garantir le pacte républicain. Renforcer la cohésion sociale. Mobiliser autour d'un projet collectif. Construire un nouvel espace démocratique avec les habitants. La loi de février 2014 définit la politique de la ville comme une politique de cohésion urbaine et de solidarité nationale et locale envers les quartiers défavorisés et leurs habitants. Elle a pour objectif d'assurer l'égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement social entre les quartiers défavorisés et leur unité urbaine, et d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants. Le développement social de la politique de la ville regroupe la politique locale de santé, la politique locale de prévention de la délinquance, et enfin, la politique locale de l'insertion et de l'emploi. Aujourd'hui, dans notre émission, la politique de la ville face aux défis du handicap. Patrick Zora, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service politique local de l'insertion et de l'emploi. Vos missions sont centrées sur la partie insertion et emploi dans les quartiers prioritaires. Il n'y a pas uniquement des publics en situation de handicap qui vous concernent. Patrick, comment êtes-vous arrivé à la tête du service politique local de l'insertion et de l'emploi? Alors, déjà sur mon parcours, j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai commencé par faire de la communication, ensuite du commerce dans le privé. J'ai enseigné et je me suis retrouvé ensuite à faire de l'éducation populaire et de la formation pour adultes, et ensuite à gérer donc des dispositifs d'insertion et d'emploi sur d'autres départements. Ici à Cap Excellence, je suis arrivé en 2012 sur un programme de cohésion urbaine. À l'époque ça s'appelait le CUX, et avec des missions bien particulières, parce que ce sont des missions qui étaient aussi dirigées par le sous-préfet. Et c'était mettre en place en fait une politique d'insertion sur le territoire de Cap Excellence. Donc aujourd'hui on est sur la politique de la ville, le contrat de ville depuis 2014, et on a, après moult travaux, on est arrivé donc à un service pour donner donc de l'ampleur au dispositif. Est-ce que vous pouvez spécifier la différence qu'il y a entre la politique de la ville et Cap Excellence? Alors Cap Excellence, c'est une communauté d'agglomération, donc 3 communes, Abîme, Pointe-à-Pitre et Bémao, qui s'unissent pour rattraper des compétences des communes qu'elles ne peuvent pas faire seules, mais ensemble qu'elles peuvent développer. Donc c'est des compétences sur sur les déchets, sur l'économie, sur la culture, sur la gestion de l'eau, etc. Et sur la politique de la ville, on a donc un programme de cohésion urbaine qui est assez fort, puisqu'on travaille aussi sur le nouveau programme de rénovation urbaine, et puis sur la cohésion en fait des quartiers prioritaires. Mais ma mission ne s'arrête pas simplement au quartier prioritaire de la politique de la ville, elle s'étale sur l'ensemble du territoire de Cap Excellence. D'accord. Donc en fait, ce n'est pas que sur les 3 villes prioritaires. Enfin, c'est sur les 3 villes, mais pas que sur les quartiers prioritaires que j'interviens. D'accord, voilà. Sur les 3 villes, mais pas que sur les quartiers prioritaires. Un exemple de quartier prioritaire. Boissard, par exemple, est un quartier prioritaire. En fait, tous les quartiers prioritaires sont des quartiers qui, par rapport à l'ensemble des autres quartiers donc d'une ville, présentent des difficultés d'ordre social, économique, et qu'il faut permettre de s'ouvrir pour permettre de rattraper un petit peu le niveau, un niveau moyen, quoi.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples justement d'actions spécifiques dans ces quartiers prioritaires? Sur les quartiers prioritaires, on a par exemple une action en culture avec le programme Demos, qui permet donc à un certain nombre d'enfants de ces quartiers de bénéficier d'une éducation musicale et de travailler sur une production musicale, c'est-à-dire peut-être un concert, des concerts, mais c'est surtout de l'apprentissage et permettre à ces enfants de trouver d'autres ressources en eux pour gérer d'autres aspects de leur vie, quoi. Donc c'est très très intéressant parce qu'on se rend compte qu'avec la musique, entre autres, on arrive à débloquer certaines situations et à retrouver des enfants un peu plus calmes, un peu plus aptes aussi à apprendre d'autres choses, quoi. Et comment, entre guillemets, vous sélectionnez en fait les partenaires qui vont participer justement à ces actions dans les quartiers prioritaires? Alors sur les quartiers prioritaires, on a une programmation. Effectivement, vous avez bien raison. Donc on lance un appel à projet. Donc tous les ans, vers le mois de novembre, on écrit une note d'orientation, donc avec un certain nombre d'objectifs qu'on souhaite voir se mettre en place sur ces quartiers-là. Et les opérateurs associatifs, les centres de formation, les entreprises aussi, répondent avec dans un dossier de réponse à l'appel à projet, dans un dossier de présentation de projet, à une intention qu'ils ont, soit d'aider, comme vous le faites, donc les personnes avec un handicap de surdité, ou alors de travailler sur l'insertion professionnelle, ou de travailler sur la culture, sur la relation entre les différentes générations, sur des contes, sur l'animation de quartier, sur des jardins partagés, des choses comme ça. Justement, vous prenez l'exemple des publics en situation de handicap. Est-ce que dans vos actions, ce sont des publics qui sont prioritaires, avec lesquels vous avez de nombreuses actions, ou au contraire, ça reste assez minoré par rapport au reste des actions? Je dirais que c'est assez minoré parce qu'on n'a pas beaucoup d'opérateurs qui puissent être capables d'accompagner ce type de public. On a la chance sur ce territoire d'avoir le CERAC, on a aussi le CEPON qui travaille aussi sur le handicap. Donc on travaille beaucoup avec eux pour permettre à des personnes justement qui sont en situation de handicap de trouver des solutions aussi. Parce qu'il n'y a pas que des solutions pour les personnes, je dirais, dites valides, mais il faut qu'on puisse aider l'ensemble des personnes qui présentent des problèmes par rapport à l'emploi, par rapport à la culture, par rapport au logement, etc. Et vous, Patrick, justement, vous êtes vraiment acteur par rapport aux actions qui sont menées en faveur des publics en situation de handicap. Est-ce que vous avez une sensibilité particulière par rapport à ces publics? Non, pas plus. Disons que ce sont des gens... moi, je vois pas forcément comme des personnes handicapées. Je sais que ce sont des personnes handicapées, mais pour moi, ce sont des publics qui ont besoin d'un soutien, d'un accompagnement. Donc, l'effort que je fais avec vous, avec le CERAC, c'est le même que je fais avec d'autres associations, sur la culture, sur d'autres choses, sur l'insertion économique. Bonjour, qu'est-ce qu'un maintien dans l'emploi? Réponse A. Une personne qui exerce un rôle de tuteur auprès des travailleurs handicapés. Réponse B. Des mesures évitant à toute personne se retrouvant en situation de handicap d'être systématiquement exclue de son emploi. Ou réponse C. Une coque ergonomique se fixant sur des sièges de bureau. C'est la réponse B. Ce sont des mesures évitant à toute personne se retrouvant en situation de handicap d'être systématiquement exclue de son emploi. Quand le handicap survient ou s'aggrave chez une personne, un processus de maintien dans l'emploi s'enclenche pour répondre au mieux à cette nouvelle situation. Différents interlocuteurs internes peuvent alors être sollicités, comme le responsable des ressources humaines, le médecin du travail, les spécialistes du handicap, ainsi que des ressources externes. Il est bon d'avoir anticipé au mieux en préparant ces mesures à l'avance. Bye bye! Au niveau de la politique de la ville en Guadeloupe, est-ce que c'est un programme qui est spécifique à la Guadeloupe ou on peut retrouver ce même type de programme dans d'autres départements? On trouve ce même type de programme dans d'autres départements. L'idée, il y a marqué local dessus, c'est qu'en fait, on s'adapte aussi aux besoins du territoire sur lequel on agit. D'accord. Donc c'est surtout avec le territoire qu'on travaille, et c'est tout l'enjeu de la nouvelle politique de la ville, c'est de territorialiser son intervention, donc d'être au plus près des quartiers, au plus près des besoins des gens. C'est pour ça que la nouvelle programmation de cette année 2020-2021, elle sera beaucoup plus près, en fait, plus proche des quartiers, plus près des préoccupations, parce qu'on a travaillé donc avec les habitants.
Donc on a développé beaucoup de participation des habitants. On a maintenant des conseils d'habitants, des conseils de citoyens. On a des collègues qui sont chargés avec des missions très spécifiques sur les territoires, donc de collecter l'avis donc dans les quartiers, avec les associations, avec les gens qui y vivent, et de traduire ces besoins, ces souhaits en projets concrets, quoi. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de projets concrets, pas obligatoirement pour les publics en situation de handicap, mais de façon plus globale, quelques exemples en fait d'actions que vous avez déjà menées? Alors là, par exemple, on travaille beaucoup sur les centres sociaux. Donc l'idée d'un centre social, c'est de ramener en fait l'ensemble des services du droit commun, des services publics, au plus près des habitants. Donc retrouver dans ces centres sociaux des gens qui puissent donner des réponses plutôt que les personnes se déplacent dans les centres-villes ou vers les administrations. C'est l'administration, c'est les services de l'État qui se déplacent dans les quartiers, quoi. D'accord. Et vous, Patrick, dans un proche avenir, par rapport justement au thème de l'émission qui est handicap et emploi pensé autrement, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir mener comme projet pour une meilleure intégration en fait de ces publics dans nos sociétés? Alors, qu'est-ce que je souhaiterais mener? C'est ce que je souhaiterais mener, c'est ce que je fais actuellement, c'est qu'on est en train de développer un dispositif qui s'appelle un plan local d'insertion et d'emploi. Donc c'est un dispositif qui est en cofinancement européen, qui nous permet donc d'élargir nos actions et de trouver des financements pour mener des actions innovantes avec beaucoup plus de moyens et de réellement accompagner les personnes, puisqu'on aura dans cette équipe du PLI 4 gestionnaires de parcours qui vont être là sur la gestion de parcours, c'est-à-dire l'accompagnement, le suivi des individus sur leur parcours d'insertion. Et on aura aussi donc des opérateurs qui sont financés par le PLI pour mener tout l'aspect opérationnel, tout l'aspect métier, insertion par les métiers, par l'emploi des personnes. Donc d'un côté des gestionnaires de parcours avec un profil plutôt assistance sociale, et de l'autre des opérateurs de formation qui vont permettre aux personnes bénéficiaires du PLI d'acquérir des compétences. Donc ça, c'est un dispositif européen, et on est avec des obligations de résultat, c'est qu'on aura à peu près 50% d'obligations d'insertion professionnelle à la base. Donc on va devoir être très drastique sur les opérateurs qui vont répondre, sur leur programme de formation, et puis sur ce suivi tout le long du parcours de leurs activités pour être bien calés sur nos objectifs aussi. Donc en fait, au niveau des objectifs, c'est à la fois rehausser les compétences de ces publics et une insertion professionnelle en fait durable dans notre département. Insertion professionnelle, c'est un travail aussi avec les entreprises, parce que d'un côté on travaille aussi avec les entreprises pour qu'elles s'accoutument aussi donc du travail qu'on fait. C'est quand même à un moment donné, si on travaille pour permettre à des gens de s'insérer, il faut pouvoir travailler avec les entreprises pour leur donner les moyens d'accueillir ces personnes-là. Et leur donner les moyens, c'est participer aussi à leur développement, c'est les aider donc à comprendre sur quoi on travaille, et quel est le rôle qu'elles peuvent avoir dans le travail qu'on fait sur l'insertion économique, par l'économique. Donc en fait, vous êtes vraiment en lien avec le monde professionnel, avec les chefs d'entreprise, voilà. Enfin. Je dirais un peu comme vous sur vos contrats en alternance. Il faut qu'on puisse être dans les besoins donc des personnes et aussi dans les besoins donc des entreprises pour que les deux puissent matcher, quoi. Mais donc dans ce cas-là, vous êtes aussi en partenariat, entre autres évidemment avec l'AGFIP, avec d'autres partenaires qui sont aussi dans l'insertion professionnelle. C'est-à-dire que en fait, voilà, quelle est votre place par rapport en fait aux dispositifs qui peuvent déjà exister, que ce soit avec le Pôle Emploi, l'AGFIP, le Cap Emploi? Alors nous, vous êtes partenaire. Oui, on est partenaire. On est aussi un petit peu, des fois, des gens qui aident à mettre en place des choses. On est là pour réfléchir et permettre d'animer des réflexions, des échanges avec les partenaires sur les soucis, les problèmes, et de trouver des solutions. D'où l'importance des partenaires, en fait. D'où l'importance des partenaires. Notre métier, c'est aussi beaucoup de l'animation. D'accord. En fait. On fait beaucoup d'animation partenariale, on coordonne des choses, on incite, on a la possibilité de faire effet levier. C'est-à-dire que lorsqu'on investit sur un projet, on emmène les autres partenaires à s'y investir, parce qu'on défend une idée, on défend aussi un besoin et une réponse à ce besoin-là. Dans l'actu multimédia, aujourd'hui, je souhaiterais vous présenter De plus belle. Un joli film sur le cancer du sein qui saura vous séduire. Une comédie à la fois dramatique et douce, située dans un Lyon de carte postale. Dans le rôle principal,
Florence Foresti. Elle apparaît métamorphosée et très émouvante. De son côté, Mathieu Kassovitz se montre plein de charme. En rémission d'un cancer du sein, Lucie est guérie. Sa maladie est presque un lointain souvenir. Pourtant, elle est profondément dépressive. La jeune femme se sent seule et malgré sa famille très présente qui la pousse à aller de l'avant, à vivre et à voir du monde. Un soir, elle fait la connaissance de Clovis, charmant, charmeur et terriblement arrogant. Il se montre très insistant, mais elle le repousse. Intrigué par sa franchise et sa répartie, Clovis va tout faire pour séduire Lucie, qui ne va pourtant pas se laisser faire. Voulant acheter une nouvelle perruque, Lucie rentre dans la boutique de Dalida. Cette dernière va l'aider à retrouver confiance en son image et en son corps, pour sa mère, pour sa fille et pour Clovis. Très bon visionnage. Vous, Patrick Zora, vous êtes quand même très présent lorsque on a des actions avec les publics en situation de handicap. On voit vraiment un vrai intérêt de la part de Cap Excellence, de la part de la politique de la ville, d'être présent, d'être sur place, d'essayer de comprendre un petit peu les différentes situations auxquelles on est confronté. Et c'est vrai que cette promiscuité, elle est intéressante pour pouvoir en fait conjointement, comme vous le disiez, avec des partenaires, essayer de créer des projets et des actions qui sont absolument concrètes et qui vont vers de l'avant sur le territoire. Si vous aviez une baguette magique, Patrick, dans un avenir, alors plus ou moins proche ou lointain, quel serait votre souhait pour vous, pour l'évolution en fait de la Guadeloupe, pour une meilleure insertion des publics en situation de handicap? Je dirais que c'est développer. Alors c'est une meilleure connaissance. À mon sens, il faut communiquer, informer, communiquer sur ce que vous faites. Montrer que vous existez, et ce que vous faites déjà, c'est à mon avis très très intéressant. Donc déployer vos moyens de communication, et puis nous aussi on doit communiquer sur ça. Mais je pense que tous les partenaires avec lesquels vous travaillez sont partie prenante dans cette démarche, donc ils doivent aussi faire cet effort de communication, d'intégration. Et on doit aller auprès des familles, parce qu'en Guadeloupe, peut-être comme ailleurs aussi, on a un peu peur du handicap, et souvent pendant longtemps il était caché, il était pas vraiment présenté ni aidé. Et ce sont des choses qui petit à petit rentrent dans la culture guadeloupéenne. Et donc c'est intéressant de communiquer, de partager sur ça et de valoriser ce qui se fait. Nous on a eu avec vous et avec le CEPANG un certain nombre de résultats qui sont très très positifs. L'idée, ça serait qu'on en parle un peu plus, et c'est ce qu'on va faire. On va essayer de donner de la lumière sur ce que vous faites en tout cas. Eh bien, on va en tout cas essayer de faire en sorte de communiquer déjà sur cette belle émission. Merci beaucoup, Patrick, d'être venu sur notre plateau aujourd'hui pour pouvoir évoquer ensemble la situation des publics en situation de handicap dans les quartiers prioritaires. Merci beaucoup, Patrick. Merci.